9 ans maintenant, vous êtes responsable d'Action Quartier, qui a pour objectif d'aller à la rencontre des jeunes et de leurs familles dans les quartiers sensibles de Mulhouse, Strasbourg et Colmar. Vous êtes aussi pasteur de l'église de l'Armée du Salut de Mulhouse, cette église qui a comme souhait d'être une présence au service des gens et des besoins du quartier. Vous nous parlerez de votre engagement, la raison de votre engagement et votre expérience de pasteur de terrain. Vous aimez paraphraser les 2 premiers commandements bibliques quand vous dites « Je ne peux aimer ces jeunes violents que parce que moi je suis aimé par Dieu. Il s'est fait homme et il est venu dans le tas d'ordures du monde pour nous en sortir. » Bienvenue au Forum Veritas de Strasbourg. Bruno Parazotte, bonsoir. Vous êtes directeur des services de l'aménagement urbain, de l'urbanisme et du développement durable de la ville d'Ikirch-Grafenstaden. Depuis 4 ans, vous êtes aussi président de l'association Éco-Quartier de Strasbourg. Et le but de cette association est de promouvoir le développement durable en créant des lieux de vie à l'échelle d'un quartier. L'objectif prioritaire, c'est la diversité sociale en réunissant dans un même espace de vie et d'échange des personnes de tout milieu, génération ou origine. Votre association soutient aussi les initiatives citoyennes qui favorisent le lien social et l'écologie. Alors ce soir, vous nous parlerez du développement durable et puis de sa mise en pratique sur le territoire. Vous aimez citer Arthur Schopenhauer lorsqu'il dit « Les idées neuves sont d'abord moquées, puis combattues pour enfin être considérées comme des évidences. » Très belle citation. Bienvenue au Forum Veritas et puis merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Laissez-moi vous expliquer brièvement comment va se dérouler la soirée. Dans un premier temps, nos intervenants auront 20 minutes chacun pour exposer leur expérience, leur engagement. Et puis ensuite, nous aurons à 3 un temps d'échange qui durera quelques minutes. Et puis ensuite, on ouvrira les questions à la salle. Ceci est plus qu'une conférence. C'est un forum. Et dans un forum, il y a participation réciproque. N'est-ce pas? C'est votre forum, c'est pas seulement le nôtre. Et donc du coup, vous avez droit à la parole, et donc dans ce temps de questions, on cherche vraiment un dialogue qui soit franc. Donc n'hésitez pas à prendre la parole et à échanger aussi si vous avez des expériences pour qu'on puisse apprendre tous ensemble. On est à l'université, on n'a jamais fini d'apprendre. Je crois que ça c'est une grande leçon de la vie. Et donc nous sommes là ensemble pour progresser dans cette voie-là. On va essayer de clôture à 21h. Ensuite, il y aura une collation et à 22h, il nous expulse. Avant de vous laisser la parole, une question à froid pour nos 2 intervenants. Le comité d'action économique du Haut-Rhin dit sur son site internet que l'Alsace offre un cadre de vie agréable, un juste équilibre entre nature et urbanisme. Le Point va même jusqu'à classer Strasbourg, sa capitale, comme 3e ville de France où il ferait bon vivre. À côté de ça, un sondage qui est paru dans l'Express en 2008 place le Bas-Rhin et le Haut-Rhin respectivement à la 82e et 86e place sur 96 en termes de qualité de vie. Alors, qui a raison, selon vous, en 2 mots? Est-ce que l'Alsace est un endroit qui offre une qualité de vie remarquable? En 2 mots. Et ensuite, je vous laisse intervenir. Oui, bonsoir, ça commence fort. C'est effectivement un froid, je confirme. C'est évidemment difficile de répondre comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a derrière ces sondages finalement, et derrière même la terminologie déjà de réussir, la question du challenge et la question de la compétition. Et finalement, quand on dit je vis dans un cadre réussi ou dans un cadre de vie réussi, on se compare forcément à quelqu'un qui a peut-être moins bien réussi. Et là, vraiment, avec ce type de sondage, on est en plein dans le sujet. C'est selon le ressenti qu'on a de sa vie et de ce que vivent les autres autour de soi. C'est souvent comme ça qu'on définit sa réussite personnelle. Et juste pour finir, par rapport à ce sondage, je crois que ce qui est important, c'est au-delà de tous ces challenges, etc., c'est de se définir par rapport à soi-même et par rapport au milieu qui nous entoure, sachant que ceci ne peut être qu'une moyenne. Et je pense qu'en Alsace, vous pourrez nous le confirmer, il y a des gens qui s'estiment très certainement dans un cadre de vie
très propice, et puis d'autres qui le ressentent beaucoup moins bien. Et c'est bien ça le problème, c'est cet écart. Bah oui, j'ai envie de dire, ça dépend à qui on a posé la question et dans quel quartier. Et puis ça dépend aussi, c'est sûr, le cadre de vie pour une certaine couche de la population. Je pense qu'en Alsace, effectivement, il y a des choses très agréables qui se passent. Si je demande maintenant à un jeune du quartier de l'Elzo ou à un jeune de la rue Népère à Mulhouse si son cadre de vie est vraiment le plus propice, eh bien lui, il rêve certainement d'autre chose. Et on est aujourd'hui dans cette, je dirais, ambivalence aussi, hein, dans la société aujourd'hui, où qui répond au sondage, à qui on demande. Moi, je pense qu'un jeune, en tout cas ceux que je rencontre, ou les hommes et les femmes que je rencontre, ce qu'ils ont envie, c'est simplement de vivre. Voilà, et pas de survivre. Donc, encore une fois, ça dépend à qui on pose la question. Donc, même si l'Alsacien est travailleur, économe et propriétaire, c'est pas moi qui le dis, hein, il peut quand même progresser et puis améliorer son cadre de vie. On se réjouit de vous écouter. On va commencer par Didier Chastanier, 20 minutes, et ensuite Bruno Parazot. Voilà, juste pour recadrer un petit peu les choses aussi sur mon intervention, réexpliquer en 2 mots ce qu'est l'armée du salut. Je pense que c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde, de cette branche du protestantisme qui est à la base issue du mouvement du réveil et du mouvement évangélique en tant qu'église, mais qui très vite, dès le début de son histoire, le fondateur de l'armée du salut, pasteur William Booth, voulait, lui, était dans cette grande cité de Londres, et l'armée du salut est née dans l'ère industrielle, au cœur d'une cité, et il a vu tout de suite les besoins, et il ne pouvait pas concevoir sa foi de pasteur, sa mission d'église, c'est-à-dire d'annoncer, de proclamer, de partager la parole de Dieu, mais il disait, il y a aussi des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont pas de quoi s'habiller, il y a des gens qui n'ont pas un toit pour dormir, et très vite chez lui est née cette idée qu'une présence d'église, aider quelqu'un dans une grande ville, c'était déjà de pouvoir lui donner le minimum vital pour vivre, afin d'être son égal, et ensuite de pouvoir parler avec lui de ses convictions, de nos convictions. Et l'armée du salut a plus de 130 ans, et aujourd'hui en France, elle est composée de 2 entités, une qui est une congrégation religieuse, dont je fais partie, où je suis pasteur, et une fondation, au même titre que les fondations Emmaüs ou du Secours catholique ou autre, qui est une fondation laïque qui recouvre plus de 2000 salariés en France et qui travaille dans tous les secteurs du travail social, qui va de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par la personne handicapée ou les jeunes en difficulté. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour situer. Et pour illustrer un peu mon propos sur le cadre de vie, j'ai été la semaine dernière invité en Hollande pour parler d'Action Quartier, de notre travail que l'on fait parmi les jeunes et les enfants dans les quartiers, dans un séminaire de l'armée du salut, un séminaire théologique, où j'étais invité à venir partager de notre travail dans les quartiers. Et le pasteur Hans Blom, qui était là, m'a dit « il faut que je te fasse visiter une ville nouvelle ». Et cette ville nouvelle, c'est Almere, aux Pays-Bas. C'est une ville qui a été construite pour désengorger Amsterdam, à plus de 6 mètres sous le niveau de la mer. Et c'est une ville qui a commencé par 30 000 habitants, et petit à petit, en 30 ans, ils en sont arrivés à 120 000 habitants, et ils sont en train de reconstruire encore un nouveau quartier dans la ville de plus de 30 000 habitants, et ils espèrent avoir dans cette ville plus de 220 000 habitants. On m'a fait visiter Almere, formidable, avec une construction architecturale au top, moderne, où tout a été pensé apparemment, où il y a des espaces pour tous. On a même recréé les montées qui n'existent pas aux Pays-Bas. On a même fait une superbe bibliothèque, un superbe centre culturel. Mais c'est une ville du 21e siècle, comme on nous la présente, mais une ville vide. Vide. Et les gens qui habitent dedans disent, c'est pas humain. Il n'y a pas d'humanité. Mais je dis, mais ce super complexe de cinéma, là, cette super bibliothèque, ce centre culturel, tout ça, enfin, tout est fait. Oui, mais nous, on vient y dormir, mais pour la vie culturelle, on va à Amsterdam. Et la seule personne que j'ai rencontrée, c'était le soir à 20h30, dans une ville vide, il n'y avait pas de vie du tout. C'était une jeune fille qui était en train de se shooter dans un coin de cette ville. Quel beau spectacle pour une ville du 21e siècle. Et je me suis dit, alors que je devais parler ici de ce qui fait la réussite du cadre de vie, eh bien, ça explique un petit peu aussi quel a été mon engagement.
c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on oublie l'humain, et il ne faut pas qu'on oublie de créer du lien, d'être là pour tendre la main à ceux qui sont autour de nous. Et je dirais que ce n'est pas qu'à Amsterdam, parce que je viens d'une ville qui s'appelle Mulhouse, où il y a un nouveau quartier qui s'appelle Barbanègre, qui est né, un très joli petit quartier, avec des petites maisons, logements sociaux, mais fait de façon à ce que les gens soient dans un logement, dans un univers social humanisé, mais pas d'espace pour se rencontrer, pas de café, pas de commerce, pas de square pour les enfants. Et après 30 ans de galère de ce qu'on vit dans les cités, dans les quartiers dans lesquels je travaille moi aujourd'hui, on construit encore ce genre de logement. Et je me disais, ces deux images illustrent un petit peu ce qui a été mon engagement depuis tout jeune. C'est de me dire finalement, on a peut-être quelque chose à laisser ici. On aura beau détruire les bars de HLM, on aura beau reconstruire des petits pavillons, on aura beau les repeindre en rose, en vert, en jaune, en tout ce que vous voulez, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'homme, le problème de la pauvreté, le problème de la ghettoisation de ces quartiers, on n'aura rien résolu. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas grand-chose parfois pour changer la vie de quelqu'un. Là où on est avec Action Quartier, nous faisons de l'animation de rue pour les enfants et les jeunes. C'est quelque chose qui est né en nous. Quand on voyait dans les quartiers tous ces gamins, tous ces jeunes qui étaient dehors, qui n'allaient pas forcément dans les structures, l'idée c'était de se dire on va aller au-devant d'eux, on va aller les rencontrer, on va essayer de créer du lien entre eux, on va essayer de partager quelque chose avec eux. Et c'est vrai que lorsqu'on voit 30, 40, le plus grand qu'on ait pu avoir dans des animations de rue, plus d'une centaine d'enfants qui viennent là pour nos animations de rue, c'est beau de voir des enfants de la cité qui représentent toutes les familles de la cité, toutes ces familles qui normalement ne se rencontrent pas, parfois ces ethnies différentes qui ne se rencontrent pas, de voir les enfants qui se réunissent sur un même terrain, qui jouent ensemble et qui partagent l'espace d'un moment, le même jeu, les mêmes valeurs avec le copain d'à côté. Et je me dis, c'est ça qu'on est appelé à faire, créer du lien, pas seulement des beaux complexes, pas seulement réfléchir, admirer la ville du 21e siècle, une ville vide, moi j'en veux pas. Ce que je voudrais, c'est une ville où on puisse se rencontrer et une ville où on puisse partager. Je crois qu'on n'est pas une île, on n'est pas appelé à bâtir son propre bonheur tout seul, on n'est pas appelé à juste réussir sa vie bardée de diplômes ou pour réussir dans la hiérarchie sociale. C'est la vie, c'est d'essayer de laisser une trace, c'est d'essayer de construire quelque chose, d'essayer de laisser une trace peut-être dans le cœur des gens. Et quand je vois les étudiants, les lycéens, les animateurs bénévoles qui viennent sur cette place de jeu dans la cité, ça fait peur. La cité, c'est celui qui est différent de moi, c'est celui qui me fait peur. Et celui qui me fait peur, j'aurais moi plus envie de le fuir plutôt que de le rencontrer. Mais de voir des jeunes universitaires, des jeunes des lycées qui viennent là un mercredi, un samedi, à la rencontre des jeunes des quartiers, c'est un vrai miracle de ce que pourrait être pour moi la ville du 21e siècle. Et lorsque je vois ça, c'est quelque chose de formidable. La première chose que nous demandent les jeunes souvent, quand on arrive là, ou qu'ils demandent aux jeunes bénévoles qui viennent aider sur ces animations de rue, qui viennent taper un ballon, qui viennent juste aider à faire un devoir, un enfant à l'aide au devoir, c'était payé combien pour faire ça ? Et quand le jeune qui est en face de lui dit « mais non, moi je ne suis pas payé, je viens parce que j'ai du temps, parce que je suis étudiant, parce que je suis lycéen, mais parce que ça compte pour moi de pouvoir partager quelque chose avec toi », lorsqu'il laisse ça dans le cœur d'un jeune, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui n'a pas de prix. Et quand on voit, maintenant ça va faire 10 ans qu'on fait Action Quartier, je ne sais pas combien de jeunes des quartiers j'ai rencontrés en 10 ans, ni combien mes équipes ont pu rencontrer de jeunes en 10 ans. Mais ce que je vois dans les quartiers, c'est d'abord une grande solitude. Et ce n'est pas la solitude seulement, je dirais, des jeunes et des enfants, c'est la solitude des adultes. Un des travaux qu'on fait, nous, c'est d'aller frapper à la porte des gens, d'aller les visiter. Et un jour, mon épouse qui visitait quelqu'un comme ça, une maman dans un quartier, cette femme lui a répondu « Vous êtes la première personne adulte que je vois depuis 3 jours. » Et il ne faut pas souvent grand-chose pour créer du lien. Il ne faut pas grand-chose pour aider quelqu'un, frapper à une porte. Et comme je le dis souvent, je vois des jeunes en difficulté. On a tendance, nous, à tout. C'est facile de faire entrer les gens dans des catégories. Les quartiers, les cités, les délinquants, les jeunes à problème, les chômeurs,
les SDF. On n'entend que ça aux médias, on n'entend que ça dans les études. Dans quelle boîte tu rentres? Dans quelle catégorie tu rentres? Mais pour moi, depuis longtemps, depuis que je suis à l'Armée du Salut dans ce combat, c'est pas un SDF que je rencontre, c'est Christian. C'est pas un jeune délinquant que je rencontre, c'est Hassan. C'est pas un jeune qui fait partie de la catégorie des gens sans emploi que je rencontre, c'est Bertrand. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces personnes-là commencent à avoir un visage. Et ils ne sont plus seulement une catégorie de personnes. Et là, quand ils commencent à avoir un visage, ça donne du sens à ce que l'on fait en tant qu'association. Ça donne du sens à ce qu'on essaye de construire dans les cités. Les gens qui me voient arriver dans la cité ne me voient pas comme pasteur, comme représentant de l'Armée du Salut. Ils me voient comme Didier, comme quelqu'un qui vient partager du temps, qui a quelque chose à donner, quelque chose à partager avec eux. Et c'est ce qui donne sens à notre action et à tout ce qu'on va faire dans les quartiers. Alors la solitude, on essaye de la briser. Et je me dis finalement, bon, on a l'impression parfois que dans les quartiers, les gens sont seuls. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens seuls, mais je pense qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus seuls. Et je peux vous dire qu'en tant que pasteur, c'est pas seulement des jeunes en difficulté, c'est pas seulement des jeunes des quartiers qui viennent me voir pour me faire part de leur solitude ou leur manque de goût dans l'existence. C'est parfois des cadres, c'est parfois des gens bien placés. Et j'ai l'exemple aussi de quelqu'un qui travaillait dans la politique, qui un jour est venu à une réunion que l'on faisait dans le cadre des églises. Il était invité à représenter une municipalité, il a entendu prêcher. Et on m'a appelé un jour à 7h du matin pour me dire: est-ce que vous pouvez venir à la mairie quand les bureaux sont fermés? Est-ce que vous pouvez venir? Parce que j'aimerais vous parler du sens. Quel est le sens à votre action? Parce que moi, je ne trouve plus le sens. Et j'ai trouvé ça fort. Et je pense que c'est peut-être le secret de tout, finalement, de la réussite. C'est quel est le sens de ma vie? Quel est le sens que je donne à mes actions? Quel est le sens que je donne à mes études? À ce que je veux faire de ma vie, à ce que je veux construire autour de moi? Une solitude, et puis on rencontre aussi de plus en plus de gens qui ont une image très dévalorisée d'eux-mêmes dans les quartiers. Et de pouvoir aller, je dis souvent, donner une tape sur l'épaule et de dire à ces gens-là: tu comptes, la preuve, c'est qu'on vient pour toi, on vient te donner du temps, on vient là pour toi, parce que tu es précieux pour nous. C'est redonner aussi une image de lui-même qui est intéressante. Vous savez, en ce moment, à Mulhouse, je m'occupe des 18-25 ans dans les quartiers les plus difficiles. Des jeunes dont on dit qu'ils ne réussiront plus. Des jeunes dont j'entends dire qu'ils n'auront plus aucune chance de s'intégrer dans la société. Certains ont 4-5 années de prison derrière eux. Certains sont toxicos. Certains ont des problèmes psychiques. Moi, j'arrive pas à croire que c'est foutu pour quelqu'un. Si un jour j'ai plus ce sens de croire que je peux apporter, même au pire des hommes, même à celui qui me fait peur, quelque chose par ma présence, le petit peu que je donnais, alors ma vie n'a pas de sens, tout simplement. Et ces jeunes-là, on a créé un atelier de peinture. Vous entendez, un atelier de peinture. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour: déjà dans notre centre aéré, on n'arrive pas à faire venir les enfants pour peindre. Et toi, tu fais venir des 18-25 pour peindre. Et il y a un tableau qu'un jeune a dessiné qui m'a beaucoup marqué. Il a fait, c'est une vraie toile. On a un intervenant, un peintre qui vient. Et il a mis beaucoup de couleurs. Et puis sans s'en rendre compte, ou je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais il a dessiné une grille. C'était une grille. Il y avait de la couleur, mais derrière une grille. Des barreaux noirs. Je me dis, c'est l'image que parfois ont les gens d'eux-mêmes dans ces quartiers-là. Je suis dans une prison, je suis dans un ghetto, je n'en sortirai jamais. Et quand on est là pour dire, bah, tiens, on va faire un petit atelier de peinture si tu veux venir. Ouais, mais il n'y a rien pour les 18-25. Tu vas t'occuper de nous, toi, mais à quoi ça sert? Et que vous avez 7 jeunes qui reviennent jeudi après jeudi pour essayer de barbouiller un peu de peinture. Vous vous rendez compte qu'au lieu de barbouiller une toile, ce qu'ils veulent, c'est donner de la couleur à leur vie, et que vous êtes là pour les aider et pour donner quelque chose. Alors pour moi, la réussite, le cadre idéal, c'est quand il y a de l'humain, c'est quand il y a de la rencontre. Un jeune de l'Elzo m'a dit un jour, on faisait de l'aide aux devoirs. C'est pas grand-chose, l'aide aux devoirs. Enfin, je veux dire, donner 1 heure pour aider un jeune à faire ses devoirs. Est-ce que ça change le monde? En tout cas, ça change une vie. Et moi, je n'ai pas la prétention de changer le monde, mais j'essaye de changer les vies.
Et un jeune, un jour, on leur posait la question comme ça à l'ELSO, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et le jeune, dans un enthousiasme comme ça, il a dit, waouh, je serai médecin. Et c'était vraiment son envie, c'était ce qu'il avait envie de faire, je serai médecin. Et puis après, son visage s'est assombri. 1 minute après qu'il ait dit ça, il dit, mais je ne serai jamais médecin. Et je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Parce que j'habite l'ELSO. Et quand on part comme ça à 12 ans, à 13 ans dans la vie, donner du sens, c'est d'avoir quelqu'un qui va un jour te tendre la main et te dire, mais si c'est possible, on s'y met ensemble, allez. Il y a un lieu, on est là, on va t'aider à faire les devoirs, tu verras, peut-être tu réussiras dans tes études. Tu as autant de chance qu'un autre. Et puis, ce qui pose toujours un petit peu des questions aussi sur notre action, c'est qu'on est bien revendiqué en tant qu'Église dans les quartiers. Et on me pose souvent la question, mais et les musulmans dans le quartier, comment ils vous perçoivent? Comment se fait la rencontre? Puisque toi, tu es pasteur, est-ce qu'ils viennent à tes activités? Est-ce qu'ils viennent te rencontrer? Et ceux qui ne sont pas chrétiens, comment ils te perçoivent? Est-ce qu'ils viennent là? Est-ce qu'ils viennent à Action Quartier? Ben, j'ai réalisé que là aussi, tout était des questions de lien. Force de visiter les gens, on devient le voisin de quelqu'un. Et c'est peut-être ça qui manque dans les cités aujourd'hui, des voisins. Des gens qui soient là pour dire bonjour, quoi. Je m'appelle Didier, toi tu t'appelles comment? Et de voir qu'on a vendredi, en ce moment c'est la semaine de la diversité à Mulhouse. Je ne sais pas si c'est la même chose à Strasbourg, en tout cas sur Mulhouse. Et dans le cadre de la semaine de la diversité, on aura une première rencontre interreligieuse dans les locaux de l'Armée du Salut. Pas cultuelle, mais une rencontre où on va se réunir autour du thème de l'amitié. Et il y a quelque chose qui m'a touché parce qu'il y a des jeunes qui se sont réunis dans une cave et qui ont peint des tableaux sans qu'on leur demande rien du tout pour cette soirée sur la rencontre de l'amitié, autour de la rencontre entre l'Armée du Salut, l'association musulmane, l'Église catholique et les élus du quartier. Et ça m'a touché parce que il ne faut pas grand-chose pour changer la vie de quelqu'un. Et ce qui donne du sens à ma vie pour moi, c'est ça. C'est de pouvoir me dire, je ne changerai pas le monde, mais je peux changer une vie. Et si je suis sur Terre pour changer une vie, j'ai fait quelque chose de grand. Peut-être que le secret, c'est vrai, ce qui a déterminé ma vie depuis longtemps, ce qui a déterminé mon combat, c'est que depuis l'âge de 16 ans, il y avait en moi cet amour très fort pour les jeunes en difficulté, pour les quartiers. Et depuis l'âge de 16 ans, toute ma vie a été guidée par cet amour, par cette vision. Depuis l'âge de 16 ans, tout ce que j'ai pu construire, mes études de travailleur social, d'éducateur, ma fac de psycho, tout ce que j'ai pu faire, c'était dans le but de pouvoir construire, aider l'autre, avec ce rêve que j'avais à 16 ans. Il y avait un sens à ma vie, ça s'est construit assez facilement, même s'il y a eu beaucoup de difficultés dans la pratique, mais cela s'est construit assez facilement. Alors pour moi, le cadre de vie, c'est quand on cessera de construire des ghettos, de mettre des gens sous des étiquettes, on cessera de parler de SDF, on cessera de parler de jeunes en difficulté, on cessera de parler des quartiers, mais qu'on dira, ben c'est un tel, je le connais, j'ai vu son visage et je lui ai serré la main. On sent la passion, hein? On va écouter Bruno Parazotte. Je me tourne juste par au niveau des médias. Est-ce que le micro-trottoir est calé ou pas? Vous abandonnez. Vous avez encore 20 minutes. Si c'est calé après la présentation de Bruno Parazotte, on l'écoutera parce que ça vaut le coup quand même hein, de pouvoir le projeter. Donc courage, persévérez. Est-ce que la présentation en image, le PowerPoint est calé? Ça c'est calé. Donc je vais me lever par contre parce que sinon je la vois pas et j'aurai un peu de mal. Voilà, bonsoir. Voilà, je suis en image. Donc merci de m'accueillir. Merci aussi pour cette première intervention. C'est difficile de prendre le micro après une telle intervention. Je vais essayer de le faire quand même. Donc je suis Bruno Parazotte, comme il a été dit tout à l'heure. Je travaille et je milite dans une association qui s'appelle Éco-Quartier Strasbourg.
et qui est né d'un certain nombre d'habitants qui se sont posés des questions sur leur façon de vivre, sur leur cadre de vie, comme pour reprendre le titre de la soirée, en se demandant, finalement, moi je vis ici dans mon logement, est-ce qu'il correspond vraiment à mes attentes? Est-ce que c'est vraiment dans ce logement que je veux vivre, de cette manière-là que je veux vivre avec mes voisins, avec les habitants autour de moi? Je ne sais pas si c'est calé ou pas, ou si je fais sans image, c'est comme vous voulez, hein, vous me dites. Toujours est-il que ces personnes-là, qui se posaient des questions, sont allées, voilà, c'est l'image qu'on voit ici, sont allées visiter un quartier qui changera leur vie, vous le connaissez peut-être, c'est le quartier Vauban à Fribourg, en Allemagne, hein, Fribourg-en-Brisgau, qui est un quartier qui a des défauts, mais qui a aussi de grandes qualités. Là, vous avez des images de Fribourg, mais aussi d'autres quartiers, allemands principalement. Et qu'est-ce qui change dans ces quartiers-là par rapport à notre cadre de vie, on va dire ici à Strasbourg? C'est que ces quartiers ont été construits avec les habitants, avec des collectifs de citoyens qui se sont pour partie rebellés contre la municipalité de Fribourg, pour que ce quartier ne soit pas un énième lotissement alméré. C'est vrai que je suis aussi architecte urbaniste, donc c'est vrai que les Pays-Bas font de belles choses au niveau architectural, urbanistique, etc. Après la vie, au-delà du bel objet, il y a la question de la vie qui est finalement essentielle. Et donc dans ces images que vous voyez à l'écran, il y a la question de comment on produit ces logements et en quoi ils sont différents de ce qu'on peut voir dans un lotissement habituel. Et là, ce qu'ils ont vu là-bas, c'est le fait que ces personnes qui se sont réunies, qui ont créé des collectifs avec des étudiants, avec des punks, avec des gens de différents milieux et de couches sociales parfois qui ne sont pas les plus élevés de notre société, et ben ils se sont dit, on va dire à la municipalité que ce projet, on peut le faire ensemble, on peut y participer, on peut être co-réalisateur de ce quartier, on peut y avoir une imbrication et puis une action très forte. Parce que ça aussi, c'est finalement dans le titre de la soirée, quand on dit réussir son cadre de vie, forcément, dans réussir, il y a l'action. Il y a le fait qu'on n'est pas distant ou qu'on n'est pas seulement consommateur de quelque chose qui nous arrive, mais dans la réussite, dans le fait de réussir, il y a une implication forte personnelle. Et c'est cette implication-là qu'ils ont eue pour ce quartier-là, avec un collectif Suzy, par exemple, qui a créé des logements sociaux, mais par une participation active de ceux qui vont y habiter plus tard. Et puis, il y a d'autres bâtiments, plus d'1 sur 5, qui est créé par des personnes qui ont directement créé des collectifs pour ensemble construire l'immeuble. Et c'est ce dont je vais vous parler, parce que ce qu'il y a, là où les personnes qui sont allées visiter ça et qui ont finalement créé Écoquartier en 2000, Écoquartier Strasbourg en 2000, c'est ces personnes qui se sont dit, c'est pas possible que là-bas ils réussissent à faire un quartier de 400, 500, 1200 personnes, comme il y en a beaucoup d'ailleurs en Allemagne ou dans les pays nordiques européens, et que nous ici, à Strasbourg ou en France, on soit incapables de produire des logements qui puissent un peu mieux correspondre à notre façon de vivre et à ce qu'on attend de la vie et puis du voisinage, des relations qu'on peut avoir aux autres, et qu'on soit obligé d'être forcément consommateur de biens immobiliers, puisque le logement est devenu, au fur et à mesure, je ne vais pas refaire l'historique du logement, mais d'un habitat, on est passé à un bien, et c'est bien, justement sans jeu de mots, un des problèmes. Et donc l'association s'est dit, on va faire un écoquartier. À l'époque, la terminologie écoquartier n'existait pas comme elle existait aujourd'hui, personne ne connaissait. À Strasbourg, ils pensaient avoir inventé le mot, peut-être pas, peu importe. En tout cas, ils se sont dit, on va faire un quartier qui sera différent, où nous, directement, citoyens, on va être acteurs de ce quartier et on va y faire de la mixité, on va y faire du développement durable, on va y mettre plein de choses de l'intergénérationnel, plein de choses qu'on ne retrouve pas dans les lotissements classiques qui se répètent dans la campagne. Il y a eu un très long temps de lobbying, de sensibilisation des élus autour de ce qu'était un écoquartier, autour de ce qu'était ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant l'autopromotion, c'est-à-dire le fait qu'on soit soi-même promoteur, comme un promoteur immobilier, on est soi-même promoteur de son immeuble. Et ces personnes-là ont combattu, on n'a pas réussi à faire un quartier à l'époque parce que le contexte politique ne s'y prêtait pas, et puis je pense que les citoyens, comme souvent, étaient peut-être en avance sur les politiques.
En tout cas, en 2007, un groupe de 11 familles a réussi à convaincre la municipalité de Strasbourg de leur céder un terrain, enfin acheter un terrain, pour réussir à faire un premier projet qui soit sous ce modèle d'autopromotion, donc de ce qu'on appelle en Allemagne les Baugruppen. Et dans ce projet, ce qu'il y a de particulier, c'est que la place de la voiture est très faible. On a une voiture pour 2 familles, hein, alors que généralement la tendance est plutôt 2 voitures, voire 3 voitures par famille. Ce qui veut dire que ces gens-là sont très impliqués dans d'autres modes de déplacement et puis ils sont très volontaires malgré le froid, malgré la pluie. Et puis on a aussi un volet environnemental très fort dans le bâtiment, j'en parlerai très rapidement tout à l'heure parce que c'est pas tout à fait le thème de la soirée, et un volet social aussi important. Dans ce projet-là, on n'a pas encore de mixité avec des bailleurs sociaux par exemple pour un peu changer justement les images de quartiers qui sont très typées en essayant de diffuser, de plus réussir à créer de la mixité au sein même des quartiers, mais pourquoi pas même au sein même des immeubles, avoir un logement social conventionné par l'État, etc., tel qu'on les connaît dans les cités, mais de le mélanger à de l'habitat, j'allais dire normal, de l'habitat où on retrouve des gens de toute nature. Et donc, dans ce projet-là, on n'a pas réussi encore malgré notre demande, à y faire venir un bailleur social, mais il y a d'autres projets qui maintenant essayent d'en faire venir. Ici, le volet social que nous avons mis en œuvre, c'est plutôt le fait de proposer, déjà de faire ensemble un bâtiment, ça veut dire que les gens entre eux discutent, se mettent d'accord sur un lieu de vie, sur un cadre de vie qui sera commun, sur ce qui sera privé et de ce qui sera partagé. Et donc dans ce bâtiment, par exemple, sera partagée une salle de réunion, une chambre d'amis, une salle associative, qui pourra être ouverte sur le quartier. Ça, c'est la salle des fêtes, c'est la salle de réunion. La chambre d'amis, c'est une sorte de mini-studio qui permet d'accueillir des amis ou des gens de passage. Dans certains projets, ça permet aussi d'accueillir des personnes qui sont dans des difficultés sociales et puis de leur donner un coup de pouce à un moment dans leur vie. Et donc, ces espaces partagés sont cofinancés par l'ensemble des personnes qui achètent leur logement. On a la chance avec l'autopromotion d'avoir une petite réduction de coût parce qu'on n'a pas de promoteur immobilier, mais par contre cette réduction de coût elle est réinvestie dans le développement durable et puis dans ces espaces partagés. Après on a toute la conception des espaces extérieurs, un atelier commun, etc. Tout un ensemble de lieux de vie qui fait que dans cet immeuble, c'est certain, les gens qui vont y habiter n'auront pas du tout les mêmes relations à leur emménagement que dans un autre immeuble, puisque là, ça fait déjà, pour ce cas-là qui a été très difficile à monter, ça a été 9 ans déjà de vie commune où presque un week-end sur 2, un week-end sur 3, on se voit pour se mettre d'accord, pour monter ensemble ce projet, le contenu social et environnemental. Si on peut juste passer. Donc on avait démarré par un questionnaire, pourquoi vous êtes ici, je vais le faire court, mais en gros c'était, pour beaucoup, c'était pour correspondre à un projet qui corresponde à notre façon de vivre. Et quand on dit réussir sa vie, son cadre de vie, c'est aussi se sentir, se projeter dans un cadre, dans un milieu dans lequel on pense pouvoir s'épanouir. Et une des raisons, c'était ça, c'était de dire dans la promotion immobilière classique, je ne sens pas pouvoir m'épanouir parce que j'ai pas les relations de voisinage que peut-être j'espérais, j'ai pas les notions de partage que j'espérais, j'ai pas la qualité de logement que j'espérais en termes environnementaux ici. Si on peut juste avancer la diapo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc ces personnes-là, il faut je crois encore appuyer une fois s'il vous plaît. Ces personnes-là, ce groupe-là, on le voit ici, il n'est pas tout à fait au complet là, mais j'y suis également sur l'image. Et puis là, vous voyez qu'il défile d'une manière un petit peu bizarre d'ailleurs, l'ensemble de photos, de réunions que nous avons pu avoir, et puis elles ont été multiples et très nombreuses en 9 ans, vous l'imaginez bien. Si on peut avancer. On s'est mis d'accord, on a réalisé un programme avec tout ce qui est la partie haute, c'est ce qui est, j'ai caché les noms parce que bon, je ne veux pas avoir de soucis éventuels avec mes chers futurs voisins, puisque je fais partie de ce groupe. On s'est mis d'accord sur un programme commun, ce qu'allait avoir chacun, etc. Et puis sur la partie du bas, vous voyez que c'est finalement presque autant de lignes que la partie du haut. On s'est aussi mis d'accord sur ce qui sera partagé entre nous. Si on peut avancer, s'il vous plaît.
Celle-là aussi, on peut l'avancer, ça ira plus vite. Celle-là aussi. Voilà. Donc là, vous voyez le plan masse et puis de notre projet. Et puis, si vous pouvez faire aussi avancer les prochaines images assez rapidement. On a ici l'ensemble des plans, des vues de notre projet. Sur cette image, il y a juste quelque chose que j'aime bien, c'est en bas à droite. Vous avez ce que souhaitait avoir la famille, en l'occurrence ici, avec un séjour, une cuisine, etc., des espaces qui sont agencés, un peu comme quand on ferait une maison individuelle, et puis qui sont transformés par l'architecte en un appartement qui doit s'imbriquer les uns dans les autres. Mais la possibilité à chacun d'exprimer sa façon de vivre dans son logement est tenue, est pris en compte ici et intégré pleinement au projet. On peut avancer s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est simplement des vues du bâtiment. Évidemment, la question environnementale qui est assez poussée, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, avec des questions liées au bois et puis à la végétation en ville, la biodiversité en ville, un ensemble d'éléments qui, même si c'est pas directement dans le sujet, sont importants pour les personnes qui font partie de ce groupe-là. Ils se sentent mal à l'aise, ils ne se sentiraient pas dans un cadre de vie qui leur correspondent s'ils n'étaient pas dans un immeuble où il y aurait la possibilité d'entendre des bruits d'oiseaux, des chants d'oiseaux, de se sentir collaborer au fait que dans la ville il y ait un peu plus de nature. Et ça c'est un des points importants pour ce projet qui n'a pas forcément un coût. C'est juste une question de réflexion et de se repositionner par rapport à ce qu'on nous offre et de se dire ce qu'on m'offre c'est pas forcément ce que je suis obligé d'accepter. Je peux peut-être faire autre chose. Là, si vous pouvez juste, je crois qu'il faut cliquer plusieurs fois, je ne sais plus, ça démarre un peu différemment. Ça, c'est le chantier tel qu'il est actuellement, donc on devrait emménager en août. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un retour des médias et de la société civile qui a été assez énorme et qui allait largement au-delà de ce qu'on pensait au départ. Énormément de gens, énormément de médias ont été très très intéressés par ce projet parce que je pense que c'est une initiative citoyenne. Pour une fois, c'est pas des politiques, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut où on nous dit il faut faire du développement durable, faites-le, machin, faites du tri. C'est des gens qui se sont dit bon bah voilà, je vais mettre en place, pour reprendre le tri, je vais mettre en place un poubelle et je vais faire moi-même le tri sans attendre qu'on me pose la question, ou le compost, ou voilà, je prends exprès un exemple simple, mais c'est finalement la même chose ramené à l'habitat. C'est des gens qui se sont pris en main et sur des sujets qui aujourd'hui sont à la mode. Mais si vous vous replacez en 2000, je peux vous dire que quand on parlait de ça, on était soit des hippies, soit des gars à côté de la plaque, soit des gens qui ont rien d'autre à faire que de s'occuper de ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que finalement, et c'est le retour média qu'on a aussi, ou même des politiques, qui se disent bon, bah, finalement, c'est peut-être pas si idiot ce qui a été fait, et il y a peut-être des éléments importants, autant en termes de développement durable, mais aussi que de lien social. On a travaillé avec la région Alsace sur le sujet. Il y a une vraie attente et il y a une vraie réponse sociale aussi qui peut naître de ce genre de projet, parce que dans les quartiers où il y a ce genre de projet, eh bien, la vie sociale ne se passe plus forcément de la même manière, parce qu'on est avec des noyaux de personnes qui ont envie de partager des choses et qui sont ouverts sur leur environnement. On va passer assez vite ça, c'est juste pour dire qu'il y a maintenant à Strasbourg, suite à ce premier projet notamment et grâce à l'association Écoquartier Strasbourg et la nouvelle municipalité, il faut quand même que je le dise, une très forte ambition sur ce genre de thématique. C'est très fortement porté maintenant politiquement. La ville de Strasbourg a même lancé, vous l'aviez peut-être vu, 10 terrains pour 10 immeubles durables, où donc ils font appel à des collectifs de citoyens de cette nature-là. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. On voyait après une carte des dernières nouvelles d'Alsace qui localisait certains de ces projets. Il en manque 7 encore sur ce plan, mais ça montre que de rien du tout, on est arrivé enfin à ce que ça bouge un petit peu et que ce genre de démarche soit plus connue. Et là, vous voyez une carte de France où on voit des projets un peu partout en France et une réelle éclosion de ce mode de construire la ville, de ce mode de construire son logement qui est en train de naître et qui est très très intéressante. Et quand on visite des projets déjà construits ou qui ont parfois 20 ans, parce que dans les années 70, il y en a pas mal qui se sont faits autour de Paris, c'est vraiment hyper intéressant de voir la vie sociale, la manière dont ces gens vivent leur lieu de vie, c'est tout à fait surprenant. Et très divers. C'est aussi l'intérêt, c'est que chaque bâtiment ressemble vraiment au groupe. Et puis au-delà du logement, quand on parle de cadre de vie, je refais la boucle avec le quartier Vauban dont je parlais au tout début de l'intervention. Eh bien, passer le pas de sa porte,
il y a effectivement la question du quartier et de la manière de penser le quartier. Et donc là, nous, au niveau de l'association Écoquartier Strasbourg, on milite pour que les citoyens se prennent en main pour participer à des projets de quartier dans leur ville, qu'ils ne soient pas en attente de ce que pourraient devenir les futures extensions urbaines ou le renouvellement urbain dans sa ville, et que les citoyens soient des forces de proposition, et souvent très imaginatives, avec des choses formidables. Il y a eu aux Pays-Bas, de Kersentuin, je vais dire très mal, mais tant pis, la ceriserie en français, un quartier de 200 logements qui a été fait intégralement par les habitants, parce qu'ils se sont ils se sont pris en main, et ensemble, ils ont entièrement construit un quartier avec des espaces partagés, avec des notions liées à la permaculture, etc. Des choses tout à fait riches et intéressantes. Cette image montre juste, tout à l'heure c'était le changement du rôle de l'habitant justement, qui n'est pas seulement en dessous du technicien, etc., mais qui peut marcher avec le politique et le technicien et changer, bouleverser un petit peu la façon de voir la ville, sans être forcément en attente toujours. Et puis l'image d'après, la dernière diapo, je pense qu'on pourra s'arrêter à ça, c'est juste, c'est assez difficile à lire pour vous, mais en gros, c'est des sondages, des retours d'expérience qui ont été faits et qui démontrent que très majoritairement, partout des immeubles comme ça se sont faits, et partout des quartiers comme ça se sont faits, au final le bilan est très positif, autant pour les villes qui sont garantes du bien public, que pour les particuliers qui sont garants du bien privé et puis de leur épanouissement, et que donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Voilà. J'en arrête à ça. 21 diapositives en 20 minutes, je m'incline. Remarquable. Remarquable. Finalement, je vous écoute, tout commence par une rencontre. Que ce soit un collectif, ou que ce soit un soutien scolaire de 1 à 1, j'ai l'impression qu'il y a une redondance, un cadre de vie réussi, ça commence par une rencontre. Je vous écoute, vous êtes d'accord avec ça ? C'est intéressant parce que sur le quartier Drouot où on travaille à Mulhouse, il y avait toute une réflexion avec les habitants sur quelles étaient leurs attentes dans ce quartier. Alors c'est pas un nouveau square, c'est pas des nouveaux lampadaires, c'est pas de refaire les immeubles, c'était un lieu où les habitants peuvent boire le café, jouer aux cartes et se rencontrer. Intéressant de voir que dans le quartier aussi du Drouot, les immeubles où il y a en bas de l'immeuble un espace barbecue, un espace où les familles se rencontrent et se réunissent, il y a moins de faits de délinquance que dans les bars où il n'y a pas de lieu de convivialité, où quelqu'un prend l'initiative d'inciter les gens à se rencontrer. Donc oui, tout commence par une rencontre, c'est ce qu'on essaye de dire, le petit coup de pouce, et que le cadre de vie réussi, c'est pas chacun qui vit sur son île, mais des gens qui communiquent. Bruno Parazot ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est forcément la rencontre qui est principale. Et ce que recherchent les gens quand ils font des projets comme ça en autopromotion, et quand ils veulent vivre dans un écoquartier, mais je veux pas, maintenant c'est très péjoratif, enfin de dire écoquartier aujourd'hui, pas péjoratif, mais c'est très galvaudé comme terme. Mais quand ils veulent vivre dans un quartier comme ça où il y a solidaire, des quartiers où il y a des solidarités, c'est forcément l'échange, c'est le fait de pouvoir se croiser en bas et puis de se dire bonjour, mais pas juste d'une manière fuyante et puis parce que c'est une obligation par politesse, mais qu'il y ait un vrai terreau de cette vie sociale. Et ça passe par des volontés, par des personnes qui sont prêtes à ça, mais je pense qu'en soi, on n'est pas, il n'y a pas des méchants et des gentils, il n'y a pas des gens qui sont contre ça ou pour ça, tout le monde est pour l'entendre, tout le monde est pour être heureux. Mais il faut qu'il y ait dans les quartiers des lieux de vie, quels qu'ils soient, qu'on dise écoquartier ou pas, qu'il y ait des lieux de vie, qu'on propose des endroits qui soient faits avec les gens et pour les gens. Parce que là aussi, c'est pas un immeuble ou une salle qu'on impose aux gens qui va marcher. Elle va peut-être rester déserte. Mais si on réfléchit avec les gens à qu'est-ce qu'ils souhaiteraient,
on tomberait peut-être sur autre chose qu'une salle. Justement, on tomberait peut-être sur un square, on tomberait peut-être sur un lieu éphémère qui se déplacerait d'endroit en endroit, on tomberait peut-être sur carrément encore une autre idée. Souvent, il y a de l'inventivité et il y a ce besoin, nous ce qu'on ressent à Écoquartier, c'est qu'il y a un très fort besoin de cette rencontre et de cet échange, et ça, c'est fortement alourdi, je suis d'accord avec mon camarade, par ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire le fait que les ménages explosent, le fait qu'on se retrouve de plus en plus dans un isolement, et quel que soit le statut social, parce que ça touche autant les ouvriers que les cadres, à se retrouver dans des situations familiales difficiles, à se retrouver seul avec des enfants, mais comment se faire aider, comment les emmener à l'école, comment tout simplement s'en sortir, les aider aux devoirs, etc. Et le fait de ce qui est cette structuration familiale qui est évoluée, c'est un fait, on est bien obligé de le constater, amène au fait que le nombre de personnes par logement est encore diminué, on est sur des chiffres jamais atteints en termes de décohabitation, donc en termes d'isolement par logement, et ça ne facilite pas l'échange parce que ça fait qu'on se retrouve seul et avec une telle charge familiale, si on a des enfants et qu'on est seul à les supporter, ou simplement pour réussir dans son travail seul, réussir à payer les charges, etc., qu'on n'a plus le temps pour les autres. Et nous, dans nos projets, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, de femmes seules, qui ont des enfants et qui sont très intéressées par ce genre de projet parce que ça permet de se retrouver dans un cadre pas familial, mais un cadre social. Oui. Et puis c'était très intéressant l'idée d'avoir aussi des lieux collectifs, où on décide d'avoir telle pièce qui sera privée, mais telle pièce qui sera collective. C'est tout à fait surprenant. Alors on me fait signe que la vidéo du micro-trottoir est calée, et j'aimerais qu'on la voie, et surtout qu'on prête attention aux mots qui ressortent le plus souvent. Une ville réussie, c'est avant tout une ville propre. Alors, une ville réussie, des logements, plein d'activités pour les jeunes. L'organisation avec les gens, concernant tout ce qui est propreté, la manière de parler avec les gens, la manière de respecter les règlements dans cette ville. Plutôt les liens sociaux, le réseau social entre les personnes. Une ville qui prend en compte tous les besoins de la vie. Une ville pour moi culturelle, une ville où il y a de la vie, où il y a tout ce dont on a besoin. Il faut qu'il y ait de l'animation, qu'on propose plein de services aux gens et un maire à l'écoute en fait. Des espaces verts. C'est une ville où il y a plein d'infrastructures, où les gens peuvent se rencontrer. Surtout, il faut qu'il y ait pas mal d'espaces verts parce que j'aime bien faire du sport. Une ville propre où on se sent en sécurité. La ville qui est propre, calme, où il y a beaucoup des endroits où on peut passer du temps libre. Moi, c'est une ville où il y a des activités, où ça bouge, où je sais pas, où on s'ennuie pas, quoi. Un endroit où tout le monde s'entend plus ou moins bien, où il y a la paix, où ça se passe bien, où il n'y a pas de problème majeur. Où il y a plusieurs choses à faire. Alors le mot qui revient le plus souvent, et ça m'a frappé, c'est le mot propre. Qu'est-ce que la propreté a à faire avec un cadre de vie réussi? Parce que c'est aussi une des conditions qui est déterminante et finalement qui nous... C'est alsacien ça, je dirais. Ceux qui ont voté 82 et 86 sur le sondage. Est-ce que la propreté, ça commence aussi par là, d'être conscient que nous sommes dans un espace qui nous appartient aussi, et quelque part on doit en prendre soin. Alors, comment est-ce que vous, justement dans les écoquartiers, vous gérez la propreté? Vous avez des polices Nous, on ne gère pas la propreté dans un écoquartier. On a déjà assez de boulot à essayer de mobiliser les citoyens, mais non. Je ne sais pas si tout le monde, si tous ceux qui ont prononcé le terme propre, de propreté, se retrouvent derrière finalement la même chose et puis ont la même idée de ce que doit être la propreté. Je ne sais pas. Est-ce que la propreté c'est le vide? Est-ce que c'est rien? Le désert autour de soi, c'est propre? Est-ce que le propre c'est tout bien rangé, tout doit être à sa place, mais peut-être un peu plein quand même? Il y a plusieurs définitions, je ne sais pas, mais je pense que c'est
je crois que c'est quand même un petit peu l'Alsace qui est comme ça, quoi. C'est la même chose à Mulhouse? Alors, Mulhouse, en général, je ne sais pas. Dans les quartiers, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est la dégradation des biens communs. Vous rentrez dans un immeuble, dans un quartier, des fois c'est l'odeur, quoi. C'est ça. Par contre, vous avez des appartements qui sont nickel. Et là, on voit bien que c'est une question d'appropriation du bien public. C'est une question aussi de savoir à un moment donné, bon, chez moi, ce sera propre, ce sera nickel, ce sera bien. L'immeuble, c'est pourri, c'est la société, c'est dehors. Voilà, je le dégrade, je le laisse, etc. C'est intéressant de voir ça. Et comment on va réussir dans ces quartiers-là, alors c'est intéressant ce que vous vivez au niveau des éco-quartiers, à faire en sorte que les gens se réapproprient non plus seulement leur univers personnel, mais l'ensemble du quartier, déjà commencer par l'immeuble. Et je pense que là, c'est tout ce qu'on fait dans l'effort de la rencontre aussi, et tout ce qu'on pourra créer sur la convivialité, feront que les gens commenceront à respecter aussi le bien commun. Mais tant qu'on est dans l'individualisme, ça c'est frappant dans les quartiers. Nickel chez soi personnel, mais quand c'est commun, c'est sale, c'est dégradé, etc. Parce que c'est une question de ce qu'on disait, de recréer le lien, de faire en sorte que les gens se réapproprient ensemble, et pas seulement vivre chacun dans son... Alors j'intercale juste une citation, Syria Emelianov, qui dit « Dans le registre de la durabilité écologique, les comportements des habitants sont bien plus déterminants que les écotechnologies dont ils disposent. » Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Il y a des exemples, on cite souvent BZ près de Londres, qui est justement l'exemple d'immeubles avec justement une part sociale assez importante dans les occupants, parmi les occupants, mais justement avec un turnover important, souvent il y a des roulements, et puis les gens ne comprennent pas la technique qu'on leur met en place, ils ne savent pas à quoi ça sert, quand on leur dit développement durable, c'est pas forcément évident, parce que ça vient un petit peu d'en haut, et malgré tout, malgré toute la sensibilisation qu'on a pu faire, ils ne se sont pas sentis investis, et donc ils laissent le chauffage en ouvrant les fenêtres, etc., et donc ça met par terre tout l'investissement qui a pu être fait. C'est pour ça que la démarche citoyenne est hyper importante. Le fait qu'on se prenne nous en main est hyper important. Et ça, c'est changer notre vision, qui est peut-être aussi un peu française, d'attendre que ça tombe. On dit oh non, mais c'est les politiques qui sont responsables si ça ne se passe pas. Ah non, mais on ne me l'a pas proposé. Non, il faut soi-même être au moteur de l'action si on veut réussir, pour reprendre notre terminologie. Je vais juste dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, mais je ne sais plus ce que c'est, donc je vais vous laisser d'accord. Alors on a des charmantes hôtesses qui vont se balader dans le public avec des micros. Alors est-ce qu'on peut les voir, nos hôtesses? Voilà, on peut les remercier, merci. Alors elles vont se balader, et je suis sûr que dans le public vous avez des questions, parce que ce qu'on entend ce soir c'est passionnant, et ça nous concerne tous. Alors si vous avez une question, vous levez bien haut la main, voilà, et puis donc une hôtesse charmante viendra à vos côtés, et quand l'hôtesse est prête, vous me levez la main, et puis ça sera le go, et comme ça je saurai que vous êtes bien calé. Voilà. On est entre nous, vous allez simplement dire votre prénom. Oui, je m'appelle Daniel. Et votre question. Avant la question, j'ai envie de donner un peu mon sentiment. Parce que j'ai un peu souri lors de la présentation de Bruno. Parce que j'ai habité le quartier Vauban pendant 1 an, de 1976, alors que je faisais mon service militaire dans ces locaux-là. Oui. Parce que vous ne l'avez pas dit, c'était une caserne française en fait, qui a été complètement remaniée. Enfin, ça me donne vraiment envie d'y aller maintenant et de le regarder. Je le savais qu'il y avait des choses. J'imagine. Je pense qu'on ira. Entre-temps, nous avons construit notre maison à l'Elzo, donc plutôt dans un secteur moins disons, que à l'Elzo que connaît, je ne sais plus ton prénom, Didier. Voilà. Nous avons construit notre maison, nous avons eu un certain nombre d'enfants qui nous quittent maintenant. Notre maison est trop grande. Le projet dont vous parlez, vous, d'éco-quartier, nous sensibilise vraiment. On a vraiment envie de rentrer dans un tel projet. D'autant plus qu'on a déjà construit, on était un peu précurseur, une maison en bois, solarisée il y a une trentaine d'années. Donc on a quelqu'un dans l'Assemblée qui est sensible à ce que vous dites, voilà. Donc il y a une proposition, de l'autre côté il y a des acteurs, comment est-ce que concrètement... Voilà,
C'était ma question. C'est bon, j'ai vu le site internet d'Écoquartier, mais cela dit, c'est pareil. Comment entrer en contact avec vous facilement pour pouvoir en parler? Ah oui, il y a des portails internet et puis après il y a l'humain. Voilà. Non, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fédère en fait des groupes, des collectifs. Actuellement, on en fédère 7 sur Strasbourg. Et donc, si vous regardez, il y a un onglet pour les groupes en autopromotion. Et puis là, il y a un menu déroulant avec les noms des groupes qui existent sur Strasbourg. Et donc, soit vous avez après le contact, les numéros de téléphone pour joindre une personne de ce collectif et puis vous y raccrocher ou en savoir plus. Et puis sinon, vous pouvez, pourquoi pas, créer un nouveau groupe en indiquant qu'aucun de ces groupes ne vous intéresse, mais vous êtes prêt à ce qu'on communique vos coordonnées et puis votre projet de vie, et puis après d'autres gens se fédéreront autour de vous. Les collectifs comme ça de construction se font généralement du bouche à oreille, par des médias tels que Internet. Donc ça permet les premières rencontres, et puis après au bout de 2, 3 personnes, on arrive à 7, 8, 9, 10, et puis on arrive à un projet. Est-ce que sur le projet du Luxembourg à Ilkirch, par exemple, il y a encore moyen de... Oui, tout à fait, oui. Ouais, il y a le groupe, il s'appelle Illeco, et j'en parlais en aparté en début de réunion. Ils ont une approche très très intéressante justement aussi sur la mixité sociale, en essayant d'intégrer dans leur immeuble un logement social avec un bailleur social, pour dire on n'est pas obligé de faire seulement du logement social en bar et puis dans des grandes cités, mais comment on peut travailler avec les bailleurs sociaux pour qu'il y ait du logement social qui soit intégré comme ça et qui du coup il y ait un réseau d'entraide et une compréhension des gens entre eux qui permettent de faire en sorte que tout cela se passe mieux. Il y a plusieurs projets comme ça en France qui essayent d'avancer, et il y en a un qui est un peu plus avancé que l'Éco, qui propose au bailleur social, parce que le bailleur social est réticent, il dit attendez, moi, dans les grandes cités, j'y vais, j'emmène le service de propreté, justement, tiens, on y revient, il va me faire toutes les belles ordures dans la foulée, là il faut qu'il vienne pour une poubelle, moi c'est ingérable votre histoire, et vous changez une ampoule ou que sais-je. Et là il y a une convention qui serait mise en place entre le bailleur social et puis le collectif, et le collectif serait prêt à prendre en charge une partie de l'entretien, parce que souvent on est en autogestion aussi derrière, hein, dans ces projets, on ne fait pas appel à un syndic, c'est soi-même, en groupe, qui essayons de résoudre des problèmes et qui animons la vie du bâtiment. Et donc ces gens-là sont prêts à prendre en charge une partie de cette gestion-là, et ça fait que finalement le bailleur social est gagnant, et puis le groupe aussi, puisqu'il a atteint un de ses objectifs,